République démocratique du Congo doit cultiver l'éducation à la fiscalité avec un accent particulier très prononcé sur l'éducation de plus jeunes et de plus vieux pour nous permettre à comprendre cette question cruciale pour le bon fonctionnement des finances publiques en République démocratique du Congo. La fiscalité ne doit pas être un sujet tabou qu'on doit évoquer qu'avec une catégorie ou une classe de la population bien distincte. Et les éléments de réponse sur cette question, pourquoi il est important d'avoir une population suffisamment formée sur ces secteurs, éléments de réponse dans cet entretien qui reçoit pour vous Ewing Bikoki, il est spécialiste des questions économiques qui a fait l'honneur de répondre sur ces plateaux à notre invitation. Monsieur Ewing Bikoki, bienvenue. Bienvenue, bonjour. Vous allez bien sûrement? Très bien, et vous? Et oui, nous aussi ça va bien. Première question pour entrer dans cette émission. Première question. Par lesquels l'État mobilise les recettes publiques. Alors, l'État a des charges, des dépenses publiques à effectuer du fait de sa mission régalienne. Alors, l'État doit construire des routes, il doit construire des hôpitaux, il doit payer les fonctionnaires, il doit entretenir l'armée, la police. Alors, l'État a donc besoin des ressources, ce qu'on appelle les ressources publiques. Alors, ces ressources publiques proviennent essentiellement de la fiscalité, qui est composée des impôts et des taxes que la loi des finances du pays fixe pour permettre à l'État de couvrir ses charges publiques. Donc, tout ce qui est impôts, taxes mobilisés et collectés, c'est là qui forme un ensemble, un tout qui forme la fiscalité d'un pays. Alors, parce que vous êtes expert dans ces secteurs, comment vous trouvez les niveaux de la culture fiscale ici en République démocratique du Congo? Bon, comme je vous disais tantôt à Outbox, que déjà la fiscalité au niveau de notre pays part de son histoire. On a commencé la culture fiscale avec... C'était comme une forme de contrainte pendant la colonisation avec les rois Léopold. Les autochtones qu'il a trouvés au pays devraient payer un impôt du roi qui constituait à faire de la culture, de l'EVA, où vous devrez donner au pouvoir public. Alors, la contrainte, c'était si vous n'atteigniez pas les targets voulus, il y avait des décapitations qui étaient faites à l'époque. Donc, déjà, du point de vue de notre histoire, la fiscalité est prise comme une contrainte. Donc, une imposition, comme une imposition que nous devons nous rendre, alors que généralement, quand c'est une imposition, ça semble ne pas être très apprécié. Oui, voilà. En fait, sous d'autres essiers, dans les économies modernes, la fiscalité est comprise comme une contribution. Vous voyez, pendant la Deuxième République, on parlait même de la Direction générale des contributions. Donc, c'est moi, en tant que citoyen, je suis censé contribuer aux charges publiques pour permettre à l'État et au pouvoir public d'exercer ses missions de manière concrète, de manière effective. Donc, cet esprit de contrainte a fait que déjà d'emblée, les gens pensent que la fiscalité, c'est une exploitation, c'est une forme d'esclavage. Or, la fiscalité, c'est en fait notre contribution citoyenne à la charge publique. C'est comme si vous étiez dans une maison où les personnes âgées ou adultes travaillent. Donc, chaque personne est censée contribuer aux revenus du ménage et aux charges du ménage. Et là, maintenant, partons de votre exemple de l'époque coloniale. Oui. Alors, si c'est une imposition, en retour, la population autochtone ne recevait pas quelque chose du roi parce qu'il devait ramener cette richesse à l'époque, qui était très convoitée à l'époque, pour d'autres pays. Est-ce que ce n'est pas cette philosophie que la population continue de garder à elle, qu'elle contribue, mais ce n'est pas pour elle qu'elle est en train de contribuer?
Bon, il y a en économie ce qu'on appelle les effets hystérésis. Donc, les hystérésis sont des choses qui persistent, même si les causes ont disparu. Okay. Donc, c'est aussi la réalité en médecine. Donc, ça peut être un fait qui a disparu, mais du fait, vous voyez, quand il y a eu crise bancaire, par exemple, en République démocratique du Congo, il y a eu retour des activités bancaires. Beaucoup de gens sont restés dans la thésaurisation du fait de ceux qui connaissaient des crises bancaires. Alors, ça, c'était une parenthèse. Mais pour la fiscalité, les causes actuelles de l'absence de la volonté des agents économiques congolais à contribuer aux charges fiscales sont liées aussi à la crise de confiance. Parce qu'on a l'impression que lorsque on paye les impôts, il n'y a pas un retour. Voilà. Déjà, de nature, l'impôt, la contrepartie n'est pas directe. Ça veut dire lorsque il n'y a pas un retour. Voilà. Parce que j'ai payé mon impôt. Je dois bénéficier de ça. Non. La contrepartie n'est pas directe, mais la contrepartie, elle est indirecte. Ça veut dire lorsque je vois qu'il y a une route qui est construite, je dois savoir que non, c'est l'argent que j'ai payé en tant que contribuable, la TVA que j'ai payé, l'IPR que j'ai payé parce que j'ai eu à travailler, c'est cet argent-là qui a servi au pouvoir public de bien vouloir construire les routes, le pont, payer les enseignants et prendre toutes les charges publiques. Maintenant, avec les temps, le pouvoir public, le gouvernement de notre pays n'ont pas si amené la population à comprendre le rôle de la fiscalité et à comprendre le rôle qu'ils doivent jouer en faisant leur contribution aux charges publiques. Parce que lorsque nous, population, nous faisons contribution aux charges publiques, nous faisons directement des autorités, des redevables. Donc, on peut carrément réclamer du fait qu'ils sont là, ils vivent grâce à nos contributions en tant que citoyens en termes d'impôts et de taxes. Donc, le fait que le gouvernement a son frais de fonctionnement, un traitement des salaires ou les soldes des militaires, on peut tout mettre derrière la contribution ou la fiscalité qui a mobilisé tant de ressources. Exactement. Moi j'ai toujours utilisé les concepts animataires d'institutions publiques. Même pour le président de la République. Parce que c'est un animateur. C'est un animateur. En fait, c'est comme si nous étions dans une association où nous donnons des contributions. Maintenant, nous plaçons une personne à la tête de cette association. Pour qu'il n'y ait pas d'anarchie. Pour qu'il n'y ait pas d'anarchie, pour qu'il permette qu'on atteigne les objectifs de l'association. C'est la même logique pour un État. Donc, nous sommes un peuple, nous sommes une population. Alors, nous décidons, du fait de notre liberté, de notre souveraineté en tant que peuple, nous sommes d'abord décidés de mettre en place une constitution qui existe. Et de cette constitution naît des institutions publiques et leurs animateurs. Et nous, en tant que population, nous contribuons aux recettes publiques pour leur permettre d'accomplir leur mission. L'action. Alors, Ewing Bikoki, nous observons actuellement en quelque sorte des tabous qui existent autour de la fiscalité. Il y a une catégorie qui peut échanger ou qui peut négocier ou qui peut discuter sur la fiscalité. Pourquoi cette indifférence d'une très grande partie de la population sur les débats sur la fiscalité? Oui, voilà. Moi, j'identifie cette cause du fait de l'absence de la redevabilité publique. Comment j'explique ça? C'est que lorsque la gratuité de l'enseignement, c'est une oui. Mais lorsque les personnes prennent le pouvoir, prenons l'exemple des bourgmestres des communes. Lorsqu'ils prennent le pouvoir, qu'est-ce que les populations de cette commune savent de sa gestion de la décision budgétaire? Parce qu'en finances publiques, le bourgmestre tel qu'il est là, il a un budget qu'on appelle la décision budgétaire. Qui existe. Maintenant, quand il gère ça, comment il rend compte aux administrés de cet argent-là? Il vous dira avec quelle mobilisation de recettes, je n'ai pas de budget, je n'ai pas d'activité économique. Peu importe le pays qu'il a eu à mobiliser. Est-ce qu'il y a ces retours-là? Au niveau central, par exemple, il y a quand même les premiers ministres qui viennent faire la reddition. Même le niveau provincial. Oui, même au niveau provincial, le gouverneur vient à l'Assemblée provinciale pour présenter, pour faire la reddition, pour dire ce qui a été du budget, comment est-ce que le budget a été géré. Mais prenons au niveau de l'administration à la base. Déjà, les chefs de quartier, c'est
un animateur d'une entité territoriale décentralisée, est-ce qu'il y a ces principes-là où les chefs des quartiers réunissent les populations ou leurs représentants pour leur dire ce qui a été fait grâce à leur contribution. Vous voyez, maintenant, il y a cette crise de confiance qui est née parce que les populations attendent chaque fois qu'il y a eu détournement. Alors déjà, les gens se disent, je vais payer l'impôt pour que cet argent-là puisse être détourné. C'est pourquoi c'est très important qu'il y ait ces retours des animateurs des institutions publiques pour dire ce qu'ils ont fait des recettes publiques. Aussi, au niveau des marchés, au niveau le plus bas, est-ce que les autorités compétentes descendent au niveau des quartiers pour expliquer aux populations? Nous, on a laissé la charge de la philosophie populaire et collective qu'à des églises, où on vient, on pompe les gens à la parole, tout ça, on leur dit. Mais il faut aussi dire aux gens des choses qu'ils ont besoin pour la société. Moi, je vois bien qu'il y a un bourgmestre qui rassemble des gens pour leur expliquer que quand vous êtes dans les marchés, quand on vous demande 500 francs, c'est parce qu'on veut avoir cet argent pour faire ça, pour faire ça. Il faut que les populations intègrent la notion de la charge publique, la notion de la gestion publique. C'est ce qui fera que dans des pays développés, les personnes connaissent librement leur rôle à jouer. Il y a même des personnes qui peuvent dénoncer l'autre du fait que tu fais la fraude ou l'évasion fiscale. Alors cette question, pourquoi il est important d'avoir une population suffisamment formée et éduquée dans ce secteur de la fiscalité? Cela permet d'abord aux populations de sortir de l'informel. Vous voyez, nos populations préfèrent faire ce qu'on appelle l'économie du noir. Ils préfèrent faire leurs activités dans les noirs pour fuir les impôts, les taxes, tout ça. Alors, si nous faisons de la sensibilisation, si le gouvernement, à travers les institutions, à travers les experts, sensibilisent les populations vont savoir que nous devons contribuer. Nous voyons, prenons l'exemple, je le prends comme ça, le pasteur des églises, quand il vient, il se met debout, il demande que les gens donnent 1000, 500, 150 $. C'est en vertu de quoi? Tu vois, c'est parce que leur philosophie est comprise. Si aussi, pour les impôts et les taxes, cette philosophie-là est comprise comme ça, les gens auront cette liberté-là. Et puis, une autre importance, c'est que lorsqu'une personne paye ses impôts, il paye les taxes, il est dans les secteurs formels, il a accès au marché officiel. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez soumissionner pour un marché dans un organisme, par exemple, ou avec les structures publiques, là, je vois maintenant, c'est devenu effectif, on vous demande des preuves de paiement des impôts et taxes. Oh, si vous êtes une entreprise, par exemple... Non, même pour les individus. Même pour un individu, pour prester. Oui, pour prester. Pour prester, on vous dit, est-ce que vous avez des preuves où, lorsque vous avez eu à prester antérieurement, vous avez eu à payer vos impôts et taxes. Alors, si cela est généralisé, si cela est mis en place, ça va permettre à l'État et au pouvoir public de mobiliser suffisamment de recettes pour pallier aux besoins publics. Alors que nous sommes passés de l'époque coloniale, nous avons compris aussi des barrières au niveau de la socialisation même de la fiscalité. En retour, on n'a pas assez, avec les quelques détournements qu'on décrit, qu'on dénonce. La formation est-elle importante pour carrément sensibiliser cette population? La formation est importante au niveau des écoles, déjà à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. En principe, avec les cours d'éducation citoyenne, on doit avoir une bonne partie de la charge horaire qui est, ici nous sommes dans une chaîne du ministère qui s'occupe de l'éducation nationale. Le ministre, s'il va bien sûr nous suivre, Madame la ministre avec tous les honneurs, elle doit travailler aussi dans ces sens-là. Ça doit être parmi les objectifs qu'elle doit s'assigner, celle de faire comprendre déjà aux enfants qui seront les futurs cadres de demain, les futurs chefs d'entreprise, les futurs hommes d'affaires, que demain,
ils doivent... Parce que moi, j'ai étudié et j'ai fait mes études au Congo. Jamais on m'a parlé... un produit congolais. Jamais on m'a parlé de la fiscalité à l'école primaire ni à l'école secondaire. Ce n'est que quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait l'économie qu'on a parlé de la fiscalité. Demandez aujourd'hui à un élève de l'école primaire, si on lui dit l'impôt c'est quoi, il ne sait pas. Je ne sais pas si on enseigne ça, si on dit aux enfants, voilà, vous voyez, quand un jour vous serez... Donc vous pensez que les découvrir déjà grands, ça pénalisait votre intégration dans la culture fiscale? Quand on parle de la culture, ce sont des choses qu'on apprend déjà quand on est petit. La culture, on ne l'apprend pas quand on devient grand. On cultive quelqu'un dès son bas âge. Donc on apprend certaines règles, certaines choses dès que l'enfant est petit. Et cette formation, vous trouvez qu'elle doit commencer au niveau de l'enfance, au niveau de l'éducation des bases, et pour que l'enfant ne s'en détourne pas. Alors, dans quel secteur où il faut vraiment insister, dire que la contribution, la déclaration ou les suivis citoyens, si on peut aussi évoquer cette partie de la mobilisation? En tout cas, c'est déjà au niveau de la base, au niveau des gens qui font des activités informelles, des gens qui ont des petites activités qui constituent une part importante des activités économiques. Il faudrait déjà aller vers les mamans marchandes, aller vers les églises, aller vers les écoles, aller vers les universités, sensibiliser, mobiliser les populations à savoir contribuer. Heureusement que vous êtes habitant de Kinshasa. Oui. Dans nos marchés, nous allons trouver des patentes. Oui. Nous allons trouver l'autre ronde qui viendra pour la sécurité. Oui. Nous allons encore... La sécurité, c'est pour l'argent. Il y aura ceux qui vont payer des patentes, il y aura ceux qui vont payer les droits d'étalage, il y aura aussi ceux qui viendront aussi pour les salongos. Oui. Maintenant, toute cette... qu'ils appellent tracasserie, Oui. comment expliquer maintenant que quelqu'un se sent à l'aise à contribuer à autant de charges, qu'en retour, il n'arrive pas à bien comprendre la machine? Vous savez... ça, c'est notre réalité. Oui, hein, ça, c'est ce que nous vivons. En économie, on dit qu'un homme, l'être humain, c'est un homo economicus. Donc, c'est une personne qui dépense par rationalité. Avant que vous puissiez dépenser, il y a une décision de dépenser qui vient avant. Donc, vous réfléchissez, ensuite vous dépensez. Alors, qu'est-ce qui pousse une personne à prendre la décision de dépenser? C'est si la personne sait que cette dépense-là est importante pour lui. Alors, si vous vouliez pousser les uns et les autres à contribuer, il faut savoir créer dans leur subconscient, dans leur philosophie collective, l'importance de contribuer. Si une personne ne comprend pas pourquoi il contribue, il trouve que c'est une tracasserie. Moi, j'ai habité à côté des marchés, des personnes qui font des collectes là, voilà, des impôts et taxes. C'est vraiment à la coloniale. Ils viennent, ils imposent, ils insultent. C'est souvent des gens comme ça. Et les dames ne comprennent même pas pourquoi ils doivent payer. 1000 francs, voilà, voilà. Donc déjà, commencer par instruire et former les mobilisateurs, même à la base des recettes. Et instruire et former les populations. Pourquoi vous devez contribuer? Pourquoi vous devez donner? Par exemple, les marchés Zando va être créé, va ouvrir bientôt. Tous ceux qui vont s'installer, moi je vois qu'il faut les réunir. Dès qu'ils vont commencer, il faut avoir des mécanismes où on peut les réunir, les regrouper en association, par exemple par catégorie d'activité. Voilà. On les regroupe, l'administrateur est là pour échanger avec eux. Et aussi, en contrepartie, on doit leur montrer des opportunités qu'ils peuvent avoir du fait qu'ils sont en règle avec l'impôt. Par exemple, pour les banques, il y a des microfinances dans la ville ici. Toutes les mamans, tout le monde qui paye, qui fait des activités, vont vers des microfinances pour demander des prêts. Alors, le ministère des Finances peut travailler en collaboration avec le ministère de l'Entrepreneuriat, même avec les microfinances, avant qu'une personne fasse une demande de prêt, il doit prouver qu'il est en norme avec les règlements des impôts et des taxes. Alors, ouais, c'est une façon aussi de formaliser l'activité
économique. Là où ça devient très compliqué, c'est quand l'intellectuel congolais, l'expert que vous êtes, intervient maintenant dans la chaîne de s'acquitter de ses charges fiscales. Oui. Il y a toujours, et je peux le dire, sans vraiment estimer que je serai contredit, la malice pour contourner les déclarations des charges fiscales. Comment c'est arrivé à ce point-là, la personne qui connaît très bien l'importance de la fiscalité, mais c'est elle-même, cette personne, qui détruit la contribution à la charge publique? Ça, c'est une très bonne question. Là, je vais répondre en empruntant une parole qu'avait dit l'ancien président ghanéen. Je l'avais déjà dit une fois dans une émission. Le président Rawlings avait dit « Je dirige le Ghana, mais je voudrais qu'une fois que je quitterai le pouvoir, même si on amène les diables pour diriger le Ghana, qu'il y ait des lois qui l'empêchent de faire ce qu'il veut. » Voilà. Si les personnes font de la fraude fiscale, là on vient maintenant sur la catégorie des intellectuels, des personnes qui connaissent, qui ont cette culture fiscale, qui maîtrisent la fiscalité, ils ont la culture fiscale. Voilà, qui font la fraude ou toutes des choses pareilles. C'est là maintenant s'il faut qu'il y ait efficacité de la loi. Et les régies financières doivent avoir un arsenal de textes, de mécanismes et de manières de faire qui empêchent aux uns et aux autres de frauder. Par exemple, sous d'autres essiers, il y a, quand vous êtes travailleur, vous avez un numéro d'impôt. Tout travailleur a un numéro d'impôt. Alors, lorsque vous déclarez, il y a déjà ces réformes-là qui sont en train d'être faites. Lorsque vous déclarez, c'est vous-même qui déclarez. Vous dites, bon, moi, on me paye autant, je mets seulement ce que j'ai comme net à payer. Oh. Alors, il y a un logiciel qui vous calcule déjà tout ça. Votre employeur va directement payer parce qu'il ne peut pas... À la source. Il va directement payer parce qu'il ne peut pas y avoir fraude. Alors, lorsqu'il s'agit des autorités, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas impunité. Aujourd'hui, il y a quand même l'IGF qui fait le travail de suivi pour casser ces cycles d'impunité. Tout le monde, du fait de la fiscalité, doit être égal devant la loi. Donc, même si j'ai un poste politique important et qu'il y a ma femme ou mes enfants qui font des activités, ils doivent payer les impôts et taxes, tout en sachant que je contribue aux charges publiques pour que l'État accomplisse ses missions. Alors, cette même fiscalité exonère les restes d'autres personnes. Ils se sentent exonérés et en même temps aussi, ils ont la possibilité d'assurer leur pouvoir d'achat. Une catégorie de la population, prenons l'exemple, une parcelle d'un agent au cadre de la SNEL qui ne paye jamais l'électricité. Un agent de la Régie des eaux qui ne paye jamais ses factures de la Régie des eaux. La Régie des eaux elle-même, ou la SNEL, a déjà décrié combien les édifices ou les établissements publics sont redevables envers ces établissements publics. Comment trouvez-vous ces comportements, d'abord, au sommet? Voilà. En fait, les exonérations comme des exemptions sont précises dans la loi des finances. Oui. Donc, il y a des activités et des personnes ou des organismes qui doivent être exonérés. Et lorsque vous êtes exonéré, lorsque vous êtes exonéré ou vous êtes exempté, déjà la SNEL, c'est une entreprise commerciale. Le fait que vous êtes un animateur d'une institution publique, pourquoi vous ne devrez pas payer? Mais tomber sur une parcelle d'un ancien agent de la Régie des eaux, vous trouverez autant de millions, des francs non payés. C'est parce que il y a eu, je tiens aussi à féliciter les ministres d'État, M. Constant Moutamba, qui fait un grand travail pour redorer la justice. C'est parce qu'il y a eu faiblesse de la justice pendant tous ces temps. Lorsque vous êtes animateur d'une institution, vous devez payer vos impôts, vous devez payer vos factures. Lorsque vous ne payez pas... Soyez un peu clair avec nous. Animateur d'une institution, c'est-à-dire... Oui, même si vous êtes DG d'une entreprise. Même vous êtes président de la République. Le président de la République, il y a des choses qui sont prévues par la loi, donc qu'il doit être pris en charge par les services. Mais si le président de la République, je ne sais pas si la loi le permet, mais je l'ai dit comme ça, sa femme crée une entreprise, si elle a une entreprise, cette entreprise-là
ne doit pas être exonéré du fait que vous êtes président de la République ou vous êtes Premier ministre. Non, l'entreprise doit respecter la loi des finances et la loi en matière d'impôts du pays. Vous devez payer tous vos impôts et taxes. La faiblesse là est venue du fait de la justice. Donc il y a eu l'impunité. Les entreprises commerciales telles que la SNEL ou la Régie des eaux étaient dans l'impossibilité de saisir la justice et d'obtenir gain de cause. Mais maintenant, avec la nouvelle dynamique, en principe, si une entreprise publique, une entreprise de portefeuille de l'État se trouve dans cette situation, cette personne-là qui ne veut pas respecter le paiement des impôts, parce que quand vous ne payez pas l'impôt et la taxe, vous entravez l'accomplissement de la mission de l'État. Donc vous êtes terroriste au même titre que les M23. Parce que l'État doit avoir cet argent-là pour accomplir ses missions. Maintenant, vous empêchez que l'État aille des recettes. C'est parce que pendant tous ces temps, le pays a été dirigé en dehors des principes républicains. Les gens ont pris le pays en otage, les gens ont pris le pays comme si c'était leur propre maison. Ce n'est pas comme ça. Un pays, un État se dirige avec des lois, des textes et des principes légaux qui sont établis. Et passons sur une imposition pour toute personne rémunérée en RDC. Est-ce que le Premier ministre, le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale est redevable à l'IPR? Oui, il y a eu la réforme qui est arrivée où il y a maintenant les agents et fonctionnaires de l'État qui doivent payer l'IPR. Avant, ce n'était pas le cas, mais actuellement, tout celui qui travaille selon sa tranche ou la catégorie, il est redevable à l'impôt sur les revenus, à l'impôt professionnel sur les revenus. Alors, nous allons maintenant chuter par vos orientations et propositions pour une culture fiscale assez efficace ici en République démocratique du Congo. Je pense que le ministre des Finances, qui fait déjà un grand travail, Excellence M. Doudou Fwamba, Madame la ministre de l'EPST, et les ministres qui ont à sa charge le PME et tout ça, les ministres du portefeuille, il doit y avoir un travail qui doit être fait pour créer, pour sensibiliser, mobiliser les populations de toutes catégories, en commençant par les très petites entreprises, le PME et les grandes entreprises, à savoir que nous sommes obligés de contribuer à la charge publique. Au niveau aussi des grandes entreprises, au niveau de l'État, des animateurs des institutions, on doit mettre en place des mécanismes qui contraignent chaque personne à déclarer ce qu'il a comme revenu pour que l'État puisse bénéficier de ces recettes publiques. Et au niveau national, il doit y avoir une politique de répression pour des personnes qui font la fraude de la fiscalité, qui empêche l'État de mobiliser suffisamment de recettes. Dernière question, vous êtes pour ou contre le régime des déclarations fiscales au lieu d'imposer? Non, en tout cas, notre système fiscal qui est déclaratif, pour moi, c'est un meilleur système. Maintenant, c'est que le grand travail qui doit être fait, c'est au niveau du contrôle post-déclaratif. Très bien. C'est lorsqu'il y a eu des déclarations, l'administration fiscale doit être modernisée. Il doit y avoir des moyens de pouvoir suivre de près ce qui a été déclaré pour que ceux qui n'entrent pas dans la logique des principes légaux puissent être suivis et puissent payer. Ewing Bikoki, vous êtes expert dans des questions économiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et bon après-midi. Merci beaucoup. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Pour l'autre numéro, je vous retrouve très prochainement pour d'autres sujets qui nous concernent et qui concernent aussi l'éducation nationale. Au revoir.